Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 28 février, deux rendez-vous. Tout d'abord, nous voyagerons avec le plus joli des petits trains rouges et son directeur adjoint, Jean-Michel Frossard. Ensuite, nous donnerons la parole à l'association du Bois de Chêne, plus précisément au coprésident Georges Mermillot et Florian Meyer, membre du comité. Ça roule du côté de Nyon, longtemps bloqué par des recours. Le réseau de vélos en libre service nyonnais peut aller de l'avant. La municipalité a présenté un rapport sur ce service. Dès 2020, 17 stations mailleront le territoire communal. Un sujet signé Florian Cavalieri. Le réseau de vélos en libre service de la commune de Nyon va connaître un coup d'accélérateur. Depuis les prémices du projet en 2010 et jusqu'à aujourd'hui, seules 5 stations ont été construites sur le territoire de la ville. La faute notamment à un candidat non retenu pour développer le réseau lors de l'appel d'offres lancé en 2016. On a dû passer par 2 ans et demi de procédure puisque un recours avait été déposé suite à l'adjudication de notre réseau à un prestataire, 2 recours au tribunal cantonal, 1 au tribunal fédéral. Aujourd'hui, tout ceci est derrière nous et nous allons enfin pouvoir développer notre réseau de vélos en libre service. En 2015, 2 conseillères communales demandent à la municipalité via une motion de construire une nouvelle station à proximité du P+R Petite Prairie et Gravette qui vient d'être inaugurée. Près de 4 ans après, l'exécutif peut donc enfin leur répondre. Cette station sera construite cette année encore, ainsi que 6 autres. 7 nouvelles stations en 2019, 6 en 2020 et en 2019 une station qui est très attendue, celle du quartier de la Petite Prairie. En tout, 17 stations, de quoi redonner le sourire aux initiateurs du projet, à qui une autre nouvelle a permis de jauger de l'importance de ce réseau. C'est tout simplement le meilleur de Suisse en termes d'utilisation. D'après les chiffres de notre mandataire, on a un réseau qui fonctionne bien, qui est performant. Ce succès est aussi à mettre à l'encan de Région de Nyon. Une convention la lie pour 5 ans et jusqu'en 2024 avec les communes partenaires et Publibike. Le prestataire mettra à disposition 300 vélos répartis dès 2021 dans 50 stations. La maintenance des petites traînes sera, elle, assurée par projet, l'association de réinsertion professionnelle. Il est indispensable d'offrir un maillage de ces stations sur l'ensemble du district. On ne doit pas rester que sur Nyon, que sur Gland, que sur Coppet. Donc c'est un travail qui a été fait au sein de Région de Nyon, comme je vous le disais, avec toutes les communes, afin d'offrir 50 stations à horizon 2020 dans toute notre région. La municipale nyonnaise qui, à titre personnel, voit d'un très bon œil le développement de l'offre mobile en libre service, comme celle des voitures. Nous avons répondu il y a très peu de temps à un postulat du conseil communal qui nous demandait de développer l'offre de car-sharing à Nyon. Et effectivement, des nouvelles stations vont être mises en place, une à la Petite Prairie, une au Martinet et une arrive dans les prochains mois. Ou encore des trottinettes. Effectivement, éventuellement des trottinettes, mais aussi d'autres modes comme par exemple éventuellement des vélos cargo. Nous étudions la possibilité de développer ce type d'offre à l'avenir. La mise en place de ce réseau vise le transfert modal, soit une mobilité complémentaire entre tous les moyens de transport, mais si possible en privilégiant la mobilité douce. Ces vélos viennent donc s'adosser au réseau de transport public développé là encore par la région, et dont les dernières mesures pour fluidifier le trafic arriveront d'ici 2024. Dernier épisode de notre série consacrée au métier du Nyon Saint-Sergue. Cette semaine, on passe par la case maintenance du côté du dépôt. Il est centenaire, vétuste mais non dénué de charme. Lui, c'est le dépôt du Nyon Saint-Sergue situé dans le quartier des Plantats à Nyon. Et c'est là que l'on répare et que l'on entretient les trains tout au long de l'année. Vous avez un côté, je dirais, stratégique. Vous faites sur du long terme, ce qu'on appelle l'entretien préventif. Et puis ce que vous allez faire à court terme, on appelle l'entretien curatif. Quand vous avez des pannes qui vous arrivent sur le coin de la figure. Voilà. Sur le coin de la figure avec une variabilité importante. Les pannes, c'est comme le loto. Il y a des années, ça marche, et puis il y a des années, ça marche pas. Alors cette année, on a eu de la chance. Jusqu'à la semaine passée,
où on avait des statistiques qui étaient relativement bonnes, je dois dire. Et puis là, ça s'est écroulé depuis la grosse chute de neige qu'on a eue. Beaucoup de soucis qui se sont accumulés les uns derrière les autres. Voilà. Une locomotive a même vu son moteur exploser récemment. La ligne a été bloquée parce qu'on a un des véhicules qui a explosé au niveau du moteur. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on a des courts-circuits sur du courant continu. Ça fait des arcs et ça explose. Dont un train qui a été coincé à cause de ça. Profitons justement de cette panne pour aller voir ce qu'on trouve sous un wagon. En général, quand on va dessous, c'est pour regarder ce qui a trait au moteur, au washer, donc c'est la partie qui donne l'électricité au moteur. Des fois pour donner un coup de main aussi aux mécanos pour les freins et d'autres composants. À chaque fois que le train rentre, on essaye de regarder dedans. Sinon, en tout cas tous les mois, il y a un grand contrôle mensuel qui est fait. Et si les professionnels de la maintenance remplissent leurs objectifs, ils attendent avec impatience le nouvel hangar prévu sur la plaine de Las dans 2 ans. Impatiemment, parce qu'effectivement, depuis la période où ça a débuté, il y avait 2-3 trains à la journée sur cette ligne. Et maintenant, on en a une quantité qui est vraiment importante. On a augmenté la cadence au quart d'heure en 2015, ce qui fait qu'on a doublé aussi les entretiens. Et ben, vous verrez tout à l'heure, dans le dépôt, quand vous allez vous balader, la place, elle est restée la même. Le fait du manque de place nous empêche de faire plusieurs travaux en même temps, notamment les levages, qui sont un des points importants. Vous verrez que dans le dépôt où vous êtes actuellement, vous avez une demi-fosse à disposition pour contrôler le dessous des véhicules. Le prochain dépôt, on aura 4 complètes qui nous permettront donc à ce moment-là de faire face à tout ce qui peut se présenter. C'est quelque chose que je crois que tout le monde attend et puis il le faut quoi. Il le faut. La structure de ce dépôt-là n'est plus du tout adaptée pour nos nouveaux véhicules. Il y a un manque de place qui est certain. En attendant ce nouvel outil de travail, la locomotive dont le moteur a explosé il y a quelques jours est à nouveau opérationnelle et prête pour de nouvelles aventures. L'occasion de faire encore un bout de route en compagnie justement de ce Nyons-Saint-Sergue et plus précisément avec le directeur adjoint Jean-Michel Frossard. Bonjour. Le Nyons-Saint-Sergue, en quelques chiffres, eh bien, c'est 27 km de rails, 17 gares et puis en 2007, 1 281 000 voyageurs et des poussières. J'aimerais savoir, Jean-Michel Frossard, depuis le début du Nyons-Saint-Sergue inauguré en 1916 jusqu'à aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de ce petit train rouge ? Alors je commencerai par un chiffre parce que j'ai pu exhumer les archives, un comptage de 1916 où le Nyons-Saint-Sergue transportait 8 autres 1000 voyageurs par année. Donc aujourd'hui à peu près 1 300 000. Donc on va, ça fait une très belle évolution. Très belle évolution, ouais. Effectivement. Ouais. Et puis, pour ce petit train rouge, on a vu tout au long de cette série, c'est beaucoup de collaborateurs. Il y en a 87 précisément, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a l'impression qu'il y a toujours un côté très artisanal de ce petit train rouge. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est qu'une impression. Non, l'artisanat n'a plus lieu d'être. On doit respecter des directives maintenant de nos autorités, notamment de l'OFT, qui ont pour charge, qui ont pour responsabilité de faire appliquer des ordonnances. Nous avons aussi cette responsabilité. Donc il s'agit de l'ordonnance sur les chemins de fer, il s'agit de respecter les directives qui sont rédigées par l'Office fédéral des transports, et il n'y a pas de place à l'interprétation, vraiment pas. Donc, alors, on va dire le côté finalement artisanal. Il y a deux côtés, vous me dites justement en préparant cette émission, un côté bon, un côté mauvais. De ce côté artisanal, c'est lesquels ? Oui, alors effectivement, c'est l'attachement finalement que vous, les riverains, les voyageurs à ce train, enfin les habitants du district, on va dire, où effectivement pour eux c'est le petit train rouge, on le sait, on le lit, on l'entend. L'effet pervers de tout ça, c'est que on ne comprend pas toujours la dangerosité que peut générer ce train. C'est un train qui peut quand même circuler sur certains tronçons à 70 km/h. Donc il ne faudrait pas qu'à cette vitesse on percute quelqu'un. Et puis l'objectif, c'est aussi d'aller, je crois, toujours plus vite. Chaque seconde gagnée, c'est une victoire pour vous. Comment est-ce que vous tendez justement vers cet objectif de vitesse ? Oui, alors ça va passer par la transformation de
toutes nos gares, tous nos points de croisement. Alors c'est voulu, finalement, ça a été déclenché par le projet des CFF qui revoit ses horaires pour 2025. Donc nous, notre rôle est d'assumer les correspondances, hein, puisque nous sommes ligne de rabattement. Donc, comme on l'a dit, 1 300 000 voyageurs par année. Donc, il faudrait que, dans la mesure du possible, tous ces voyageurs puissent bénéficier de bonnes correspondances. Pour ce faire, on doit modifier notre infrastructure. On doit transformer nos gares, on doit prolonger nos points de croisement, on doit les rendre, sécuritaires. Aujourd'hui, on accède dans une gare au quai central à niveau, en traversant la voie. À l'avenir, ça sera terminé. On a développé d'autres standards. On va se retrouver avec des gares beaucoup plus petites, mais des gares modèles CFF avec des passages sous voie. On ira au quai central ou au quai extérieur en passant sous la voie. Mais plus jamais on ne passera au niveau de la voie. Ça, c'est un des grands standards qui a été développé et qui sera appliqué. Est-ce que les CFF, justement, c'est un point justement d'admiration pour vous, quelque chose vers le quoi vous tendez ? Point d'admiration, je ne sais pas. Hein. On est deux entités, deux entreprises totalement différentes. Ils ont d'autres contraintes. Je ne sais pas si on peut parler d'un modèle, finalement, j'en suis pas sûr. Parlons justement des gros chantiers qui arrivent, hein, on l'a vu dans le sujet, le dépôt atelier de Trélay, nouvel hangar prévu sur la plaine de Las, inauguré probablement d'ici 2 ans. Ce chantier, ce dépôt, finalement, vous l'attendez, vous aussi, avec impatience, j'imagine. Alors, comme ça a été dit dans le petit sujet, effectivement, tout le monde l'attend, hein, c'est quelque chose d'important. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on ne bénéficie pas de cette infrastructure qu'on ne fait pas notre travail. Je rappelle toujours à mes équipes, finalement, nous, on a un devoir, hein, puis qui est scellé dans le marbre, c'est que nous sommes responsables de la sécurité des choses et des personnes transportées. C'est la sécurité avant tout ? C'est le premier objectif, c'est la sécurité. Et au niveau des infrastructures, comment est-ce que ces ateliers vont finalement changer le quotidien d'Union Saint-Cergue ? Alors finalement, ce projet de nouveau dépôt a initié un autre projet, c'est la refonte complète de nos méthodes de travail. On a fait un gros travail d'introspection, puis on s'est dit, ben voilà, identifions toutes nos tâches et regardons si on s'y prend de la bonne manière. Regardons si finalement l'atelier bogie est bien placé par rapport à l'atelier peinture, par exemple. Donc tout ce travail a été fait, il a été fait sur le nouveau projet, hein, on a fait ce contrôle industriel finalement. Tout ça pour pour optimiser nos flux d'informations et nos flux matières, finalement. Je donnerais comme exemple, finalement, sur un travail lié à une installation électrique sur notre véhicule. Il ne faudrait pas qu'on traverse 3 fois l'atelier pour aller chercher l'ampoule qui nous manque. Il faut vraiment que tout nous tombe sous la main. L'optimisation du temps, là aussi. C'est l'optimisation du temps, exactement. Et puis avec une volonté aussi de préserver le patrimoine, comment ? Alors, notre patrimoine, c'est des bâtiments. C'est aussi les TPN, hein, c'est aussi les bâtiments pour les TPN. Donc, je rappelle qu'on a fait l'acquisition, je crois, en 2015, d'un bâtiment à Gland. Hein, nous sommes propriétaires maintenant. Anciennement, c'était Sapive. Donc, ça fait aussi partie de nos tâches d'entretenir ce patrimoine-là. Ce sont tous les bâtiments voyageurs. C'est typiquement à Saint-Cergue, le bâtiment de la gare, qui est un bâtiment classé. À la Cure, qui est également un bâtiment classé. C'est aussi nos viaducs. On a 3 magnifiques viaducs. Le viaduc de Las, peut-être le plus connu. Le viaduc de la Colline, à Givrin, qui est magnifique, qui, pour notre part, hein, pour ma part, est le plus bel ouvrage de la ligne. Et du reste, on s'est vraiment appliqué pour le rénover dans les règles de l'art. Ça s'est fait en 2016. Et puis, on a un viaduc qui est un petit peu caché dans la forêt, mais qui revêt pas moins d'intérêt, c'est le viaduc d'Oujon à Arzier. Et ces gros chantiers qui arrivent donc tout prochainement, comment vous vous sentez pour faire face justement à cet avenir avec ces gros chantiers? Comment vous sentez l'équipe? Écoutez, on a aussi ce travail finalement où on voit qu'on a ces gros travaux qui arrivent, ces gros projets qui sont initiés et on doit renforcer nos équipes. Ça, c'est un travail actuellement sur lequel je travaille. Donc plus de place, plus de monde. Voilà, exactement. Ouais. C'est tout le mal. Et c'est de requérir des nouvelles compétences aussi, c'est de compléter nos ressources. Jean-Michel Frossard, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et puis longue vie à ce petit train rouge. Merci d'avoir été avec nous. Merci. L'ASSA Aide Seniors Animaux, fondation à but non lucratif, créée en 2011, ouvrira début du printemps une maison pour les chats dans la zone artisanale de Gingin. Nous sommes allés sur les lieux pour rencontrer le président de l'association, Gilles Altweg. C'est un refuge pour justement les chats
de nos personnes âgées, de nos seniors qui partent dans des EMS qui malheureusement ne peuvent plus s'occuper de leurs chats et nous allons nous en occuper. Et malheureusement, souvent, les chats âgés, nous n'arrivons pas à leur trouver de famille d'accueil pour pouvoir les placer temporairement. Et justement, la maison d'Asa sera là pour pouvoir justement récupérer ces chats qui deviennent orphelins. La maison d'Asa, c'est donc un projet qui répond à un besoin, comme vous venez de nous l'expliquer, mais c'est aussi une fondation qui existe depuis 2011. J'imagine qu'elle a donc ses fondamentaux qui se rejoignent. Quelle est la philosophie finalement de la maison d'Asa comme de la fondation ? La philosophie de la maison d'Asa comme de la fondation, c'est de venir en aide aux personnes âgées. En 2011, on a créé cette fondation suite à une discussion entre mon épouse et un médecin qui avaient décidé de que va devenir ces chiens des personnes âgées quand les personnes âgées doivent partir dans des EMS. Mais surtout aussi, que deviennent les personnes âgées quand elles perdent leur animal de compagnie. Et souvent, ces personnes âgées ne veulent pas reprendre d'animal de compagnie parce qu'elles se considèrent trop âgées et seules. Et la Fondation vient en leur aide et les aide en leur trouvant un nouvel animal de compagnie qui est adapté à ces personnes, qui est adapté à leur âge. Et ça leur permet de reprendre une vie sociale, de reprendre une vie où elles vont de nouveau aller se promener avec leur chien le matin ou leur chat. Elles ont de nouveau un contact. Souvent, ces personnes âgées qui sont veuves se retrouvent seules et Asa va les aider. Et on leur garantit surtout, et c'est ça qui est important pour ces personnes âgées, on leur garantit que si il leur arrive quoi que ce soit, si elles décèdent, si elles partent dans un EMS, la Fondation Asa sera là pour récupérer le chien, pour le placer chez un bénévole, de la même manière pour les chats, et puis après de trouver peut-être, si c'est définitif, une personne qui va adopter l'animal de compagnie de façon définitive. Pour les chats âgés, on rencontre des problèmes parce que souvent les chats âgés ne sont pas plaçables dans des familles d'accueil temporaires parce que le chat veut sortir, parce que le chat ne veut pas rester sur place. Et c'est pour cela qu'il y a une année et demie, on a décidé d'acheter, avec nos petits sous, d'acheter cette maison que vous voyez ici, qui va devenir la maison d'Asa. La maison d'Asa, ça sera un refuge pour les chats des personnes âgées de façon temporaire qu'on n'arrive pas à placer. Mais la maison d'Asa, ça sera aussi la possibilité pour des gens qui veulent aider la Fondation, s'ils partent en vacances, s'ils veulent nous confier leur animal de compagnie, surtout leur chat, eh bien, elles pourront le confier à la maison d'Asa, tout comme une autre pension. Et grâce à ça, eh bien, ça permettra à la maison d'Asa de rétribuer le gardien d'animaux qui sera responsable. Ça nous permettra justement de subvenir aux frais que nous rencontrons avec ces chats qui sont de la Fondation. Et si on veut aider la Fondation Asa et la maison d'Asa, comment est-ce qu'on fait ? Pour aider la maison d'Asa, c'est de faire des dons. Et les dons, eh bien, si vous allez sur le site de la Fondation, WASAJFK, eh bien, vous trouverez un formulaire qui vous permet de faire des dons sur le compte chèque postal de la Fondation. Vous pouvez aussi aider la Fondation en devenant famille d'accueil. Vous pouvez aider la Fondation en devenant bénévole pour promener un chien. Et toutes ces possibilités sont offertes justement sur le site de la Fondation. Et puis on se retrouvera donc pour l'ouverture de la maison d'ici mai-juin. Voilà, exactement. On espère que les travaux se termineront à la fin du mois de mai à peu près, oui, tout à fait. Merci à vous et puis bonne suite et bonne vie surtout à cette maison. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci. L'association pour le bois de chêne de Genneully a tenu son assemblée générale jeudi dernier, l'occasion de découvrir le programme d'activité 2019, mais aussi ses nouveautés, notamment la création d'un livre. On en parle avec Georges Mermillot, coprésident de l'association, mais aussi Florent Meyer, membre du comité. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Ce bois de chêne, c'est beaucoup d'amour qui est porté par l'association dont vous faites partie. J'aimerais savoir en tout premier lieu comment se porte cette forêt. Je crois que ça va bien, que ça reste beau et agréable et puis que le public a toujours du plaisir à se promener. La biodiversité aussi, même si peut-être c'est un petit peu moins la préoccupation aujourd'hui, mais c'est parce que la Fondation a beaucoup mis l'accent sur le bâtiment. Notre préoccupation de l'association, c'est vraiment que ce soit un lieu ouvert au public, agréable, sans barrière comme c'est maintenant, et en même temps préserver la biodiversité, que c'est un endroit assez essentiel et important
d'avoir une pareille biodiversité en basse altitude, quoi. Vous avez touché là un point essentiel qui est pour vous la différenciation entre l'association et la fondation, deux identités partenaires, mais il y a eu ce projet, on se souvient l'année dernière, l'association remettait un chèque de 21 000 francs à la fondation pour la rénovation de la ferme. J'aimerais savoir, est-ce que le calendrier est toujours d'actualité? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour justement l'inauguration de cette ferme? Alors c'est la Fondation qui va bientôt décider une date pour inaugurer ce bâtiment. Les travaux arrivent pratiquement à bout touchant, donc ce sera bientôt. Et puis nous, l'association, on est toujours partenaire de la Fondation, même si notre priorité, c'est quand même la biodiversité et l'accueil du public, qui est plus le domaine du bois de chêne que la ferme proprement dite. Et cette biodiversité, justement cet amour pour la forêt, vous voulez le montrer à travers d'un livre. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir au travers de ce livre? Quel est ce projet, Florian Meyer? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors ce projet est destiné à montrer les multiples facettes du bois de chêne, tant son histoire naturelle, son histoire géologique, son hydrographie assez compliquée, que des aspects de rapport entre le site et la population et les gens qui y ont vécu, les gens qui ont apprécié cet endroit. Et donc, en effet, c'est des éléments qui peuvent être apportés par le contact avec différents spécialistes. Il y a pas mal de publications qui ont été faites sur le bois de chêne. Et là, ça sera une occasion de le mettre à disposition d'un plus large public. Ce bois de chêne, il est très grand, on a envie de dire, il est très riche et varié. Mais vous me disiez en préparant cette émission qu'il avait une spécificité, que c'était une forêt particulière. Pourquoi ? Il y a déjà plus de 50 ans qu'il n'y a pas de coupe de bois dans cette forêt. Il y a une ambiance particulière qui arrive petit à petit. On ne peut pas encore parler de forêt ancienne, mais disons, il y a par-ci par-là, on voit qu'il y a des débuts de dynamique naturelle qui redonnent tout à fait une autre atmosphère par rapport aux autres forêts qu'il y a dans la région où elles sont Pourquoi justement exploitées. pas ne faire de coupe? On pourrait imaginer que les promeneurs, quand ils s'y voient, ils se disent voilà, cette forêt, elle est finalement délaissée à elle-même, on ne s'en occupe pas. C'est toute une richesse, enfin, c'est égal. Mais... Non, précisément, ça c'est sans doute une originalité. Quand nous sommes venus habiter au bois de chêne il y a plus de 30 ans, on nous a parlé de cette réserve intégrale et scientifique et on s'est dit mais qu'est-ce que ça peut bien être? On nous a dit à l'époque qu'on cessait toute intervention dans cette partie de la forêt. Et puis, effectivement, c'est très difficile d'imaginer ça quand on vit dans un pays comme la Suisse. Où est-ce que vous trouvez des forêts qui ont suivi leur libre évolution depuis plus de 5 siècles, sans intervention humaine? Vous n'en trouvez pratiquement pas. Il y en a à Derborens, à Scatelet, il y a peut-être 3 exemples pour toute la Suisse. Et le bois de chêne en basse altitude est un exemple intéressant. Alors c'est évidemment récent. Quand on dit 50 ans, 60 ans, c'est rien par rapport à la vie d'une forêt. Mais on apprend énormément de choses sur précisément même la manière de gérer les autres forêts qui sont gérées, parce que la quantité de bois mort qui reste sur place, qui est recyclé par une multitude d'organismes spécialisés, fait réapparaître des champignons, des insectes et autres qu'on ne trouve plus ailleurs. Et ça, on rejoint l'autre préoccupation, celle de la biodiversité, justement. Ouais. Et rendre cette biodiversité aussi accessible au public, il y a un aspect éducatif, vous nous le disiez justement, au travers aussi de la série d'activités que vous allez proposer aussi en 2019, Georges Mermillot. Qu'est-ce qu'on pourra faire durant cette année? Alors, il y a un ancien verger qui était réhabilité, il y a des nouvelles plantations, donc il y aura une première activité, ce sera d'apprendre à retailler pour mettre toutes les bonnes conditions pour ces arbres. Le samedi 9 mars. Voilà. Après, il y a aussi il y a une activité qui est toujours un grand succès, même si c'est la dernière sur le programme, mais c'est le 28 avril, il y aura de voir la nature se réveiller. Le rendez-vous est à 5h30 du matin, et puis là, on est toujours surpris, même s'il fait gris, à 5h du matin, il y a 50 personnes, pour voir de la nuit, petit à petit, les oiseaux qui se réveillent l'un après l'autre, avec un très bon guide, Olivier Gentil-Mathilde. Et puis là, c'est vraiment un poème. Il y a d'autres activités pour les trous, toutes les espèces, trous, cachettes, terriers. Ça, c'est aussi une activité avec Florian Meyer qui va guider ça. C'est aussi, il y a une faune intéressante au bois de chêne, mais on ne la voit pas forcément. Et puis là, de découvrir des petites traces, un petit trou qui nous semble anodin, et ça veut dire qu'il y a une présence là. Et puis ça fait partie de la richesse de l'endroit, quoi. Et puis toutes les activités évidemment que vous pouvez voir sur le site internet, on va vous le donner ici en bas d'images. Et là, vous pouvez suivre toutes les informations. J'aimerais savoir, vous parliez d'écologie. Aujourd'hui, on en parle aussi justement par rapport au futur. Qu'est-ce que va devenir l'écologie? Et ce bois de chêne, quel avenir vous lui préservez? Est-ce que vous êtes confiant ou plutôt inquiet du coup? Alors,
Il y a les deux choses. Il y a les évolutions qu'on voit autour de nous. Il y a quand même pas mal de gens qui, de plus en plus, sont sensibles à l'intérêt que portent les valeurs naturelles. Mais ceci dit, l'érosion de la biodiversité dans un pays comme la Suisse et dans toute l'Europe reste préoccupante. Et pour le bois de chêne en particulier, il faut quand même rappeler qu'actuellement, les décideurs sont donc regroupés au sein d'une fondation. Et cette fondation n'a pas dans son ADN de s'occuper prioritairement de ça. D'abord, ils y viennent gentiment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça, alors, selon vous? C'est précisément une des tâches de cette association pour le bois de chêne de Genolier. Et c'est pour ça qu'on est partenaire et puis qu'on est partenaire. Voilà, et précisément, on a mentionné quelques visites sur le terrain, la fois où on fait venir un spécialiste des mustelidés, des mares, ou un autre qui nous parle de champignons, qui fait reconnaître les bourgeons en hiver, etc. Et tout ça, c'est des portes d'entrée pour essayer de mieux apprivoiser cette biodiversité, autrement que par Internet, etc. C'est complémentaire d'ailleurs. Et puis, du coup, c'est l'adage bien connu, hein, quand on connaît mieux quelque chose, on arrive mieux à l'aimer et à le respecter. Donc, c'est sur cette voie-là que nous engage la BCG. Ouais. Préserver ce bois de chêne, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis, longue vie à lui. Et merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.